Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir bien à ces acrobaties d'un KA52 Alligator qui ont un petit peu fait le buzz sur internet. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de parler du KA52, ensuite très rapidement de son fabricant, son constructeur Kamof, ensuite de parler de manière plus générale des vibrations en hélicoptère parce qu'il a été décrié ces derniers temps pour des soucis de vibration. Ensuite, nous allons regarder ce qui s'est passé en Norvège avec la flotte des NH90. Et je vous dis de suite, eh bien, les Norvégiens veulent les rendre et s'en débarrasser. Ensuite, nous allons nous interroger un petit peu sur les pertes d'hélicoptères en prenant l'exemple du Vietnam, avant d'analyser en détail cette vidéo et je vais vous dire mes 2 cents comme vous le savez. Mais tout ça juste après le jingle. Le KA52 Alligator, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, ça provient du KA50, un monoplace qui a été construit pour être un tueur de chars dans les années 70, qui a commencé à être opérationnel dans les années 90. Ça vient de Kamof, dont nous allons reparler, qui a pour spécificité de faire des rotors contre-rotatifs, et du coup il n'y a pas de rotor au niveau de l'arrière, au niveau de la queue. Ça c'est important, nous allons en reparler. Ça donne plus de puissance à l'hélicoptère, mais ça pose des petits soucis de construction. Donc vous avez d'un côté des avantages, de l'autre forcément des inconvénients. Rapidement, le KA50 qui est monoplace a été mis de côté pour le KA52 qui est une version biplace qui a été opérationnelle à partir des années à peu près 2010. Il y en a plus d'une centaine dans les 130 qui ont été construits. Vous avez deux fois quasiment 2200 chevaux. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de rotor au niveau de l'arrière, rotor de couple, donc vous n'avez pas 10% qui partent vers là-bas. Vous êtes sur une masse à vide de l'ordre de 7 tonnes 8, comme un super étendard, et une masse max de 12 tonnes 5, quasiment comme un super étendard. C'est un hélicoptère qui a été plus pensé comme un avion d'assaut que comme un hélicoptère dans la conception occidentale, si j'ai envie de dire. C'était fait pour vraiment être utilisé un peu comme un Sukhoi 25, mais qui va moins vite. On est dans l'ordre des 300 km/h. À noter qu'il y a un système d'extraction du pilote. On aime bien parler de siège éjectable, mais c'est pas tout à fait vrai. Le siège ne part pas. Mais pour ça, eh bien, il faut que les rotors partent. Et ensuite, derrière, le pilote est extrait de son siège. Mais il faut être quand même au-dessus des 100 mètres. Donc on en revient à cette logique d'un hélicoptère qui ne va pas voler caché dans le sol. Même si, encore une fois, voilà, c'est possible et on va bien le voir sur ces images. Le KA52 est aérotransportable, il peut rentrer dans un IL-76 Candide, ça ne pose pas de souci. Il y a différentes versions qui ont été réfléchies, notamment le KA52K qui se voulait embarquer sur porte-aéronef. Il a connu le combat en Syrie et au 26 mai 2022, il y a 14 KA52, je crois qu'il y en a un peu plus depuis, qui ont été abattus en Ukraine. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur l'Alligator, tueur de chars, un avionique quand même assez moderne à bord et surtout pas de rotor anti-couple à l'arrière. Kamof, eh bien ça vient tout simplement de Nikolai Kamof qui a installé son bureau d'études dans la banlieue de Moscou en 1948 et qui est un des locaux créateurs du premier autogire soviétique. Donc l'autogire, vous voyez, c'est le même principe, vous n'avez pas ce sort de rotor de queue. Il est décédé en 1973 et sa spécificité, c'est vraiment ça, c'est avoir deux rotors contre-rotatifs, un qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre sens. Ça nécessite de faire des hélicoptères un peu plus hauts, mais ça permet de faire des hélicoptères beaucoup plus courts également. Donc si vous avez la hauteur sous plafond dans le hangar, ça ne vous pose pas de souci, vous pouvez en stocker plus, c'est un des avantages. Ce sont des systèmes complexes et il y en a fait beaucoup du KA25, le KA27, 29, 32 qu'on appelle Helix qui sont un petit peu l'équivalent du Lynx français et il faut être franc, eh bien ça a ses avantages, ça a ses inconvénients mais c'est quand même opérationnel, ça fonctionne assez bien. Les vibrations, c'est connu pour être un petit peu le talon d'Achille des hélicoptères. Vous croiserez rarement un pilote de Lynx qui ne se plaint pas de douleur au niveau de son dos.
Il faut bien faire la différence entre les vibrations en vol, et c'est des reproches qui ont été faits au KA-52, notamment suite à cette vidéo, qui peuvent avoir un énorme impact sur la capacité de l'équipage à faire sa mission, parce que si vous êtes secoué dans tous les sens, vous n'arrivez même plus à lire vos instruments. Et tous les phénomènes dits de résonance, dont vous pouvez entendre parler sur l'hélicoptère, où là vous voyez des tests avec un Chinook ou des Bell qui ont pu avoir ce problème. Donc faites bien la différence entre les deux, sont on va dire deux phénomènes un petit peu différents. Retenez que pour des vibrations en vol, le gros problème ça va être sur la capacité de l'équipage à tenir dans la durée, mais également tout simplement à lire ses instruments. A noter que dans la vidéo là qui a circulé, il ne semblerait pas qu'il y ait de vibrations particulières, donc vous pouvez toujours avoir des soucis de réglage sur un hélicoptère, ce qui pose ces soucis. Dans tous les cas, ce que vous avez pu lire qui dit que eh bien, le KA-52, ça va impacter sa maintenance dans la durée. Oui, s'il y a des fortes vibrations, ça va impacter la longévité du matériel, forcément, voire même votre capacité à mettre en œuvre de l'armement, mais ça doit être des réglages à effectuer au niveau des rotors. Puisqu'on parle d'hélicoptères et de soucis de défauts de fabrication, je me suis dit que c'était aussi le bon moment pour agir sur ce qui se passe en Norvège, avec la Norvège qui a annoncé qu'elle voulait rendre l'arrête définitivement sa flotte de NH90 et elle voudrait récupérer un demi-milliard de dollars qu'elle a investi pour l'achat de 14 hélicoptères. Il y en a 13 qui ont été livrés, il n'y en a que 8 qui sont arrivés entièrement opérationnels. Elle tablait sur 3900 heures par an. La flotte norvégienne, elle ne peut effectuer que 700 heures par an avec le NH90. Donc ils ont dit, quel que soit l'investissement qu'on met dedans, quel que soit le nombre de maintenance qu'on met dedans, ça ne fera pas le job. Donc les hélicoptères que l'on a pris, 8 pour les gardes-côtes, 6 pour les frégates en remplacement des Lynx pour les missions d'anti-sous-marine, eh bien ça ne marchera pas. Donc NH Industries, qui est principalement guidée par Airbus, doit rentrer en négociation, doit commencer à négocier avec les Norvégiens pour voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Il semblerait que les Norvégiens derrière veulent lancer un appel d'offres pour un nouvel hélicoptère. Il y a de grandes chances que ça finisse sur Sikorsky, l'américain, avec le MH60. À noter qu'il y a 14 pays qui utilisent le NH90. L'Australie utilise une version sol, le MRH90, et a d'ailleurs annoncé qu'il l'arrêtait 10 ans plus tôt que prévu pour le remplacer par du UH60. La disponibilité des NH90 a été pas mal décriée, y compris dans l'armée française. Mais voilà, je voulais juste vous montrer. Je pense que c'est important d'un point de vue honnêteté intellectuelle. On peut critiquer un matériel d'un pays. Il ne faut pas oublier que les hélicoptères, ce sont des machines extrêmement complexes, que plus les hélicoptères sont modernes, plus la complexité augmente et plus les problèmes augmentent. Maintenant, reprenons un tout petit peu de recul par rapport aux hélicoptères et les pertes au combat. Je me pris un peu de temps là pour creuser les chiffres de la guerre du Vietnam. Donc la guerre du Vietnam, si vous regardez les dates officielles, c'est quasiment 20 ans de guerre. Néanmoins, les Américains ont été très présents de 65 à 73. Le Vietnam, c'est 1955-1975. Impact massif des Américains entre 65 et 73, où 3,1 millions d'Américains quand même sont venus se battre. Un total de 11 835 hélicoptères ont participé, 5607 ont été perdus. Je vais répéter, alors ça dépend, il y a différents chiffres. J'ai trouvé 5607 hélicoptères perdus d'un côté, 4869 de l'autre. Dans tous les cas, vous voyez que c'est absolument énorme. Un total d'aéronefs tout court de près de 10 000 pertes, 3744 avions, 578 drones, et c'est, comme je vous l'ai dit, que soit 4008, soit 5600 hélicoptères perdus. À noter que la République du Vietnam en a perdu également, ils en ont perdu plus de 1000. Et dans tout ça, vous avez près de 2600 UH-1, UE qui ont été perdus. Donc ça vous donne un petit peu une idée dans une guerre de haute intensité de quelles peuvent être les pertes pour les hélicoptères. Hélicoptères qui sont vraiment dans une zone très dangereuse d'un point de vue aéronautique, ils sont bas, ils sont proches de l'adversaire, ils sont pas très rapides. J'ai pas réussi à le retrouver, mais j'avais lu il y a quelques années l'histoire malheureuse d'un équipage de UE justement, qui avait perdu la vie à cause de l'impact d'une balle de Kalachnikov au mauvais endroit au niveau des rotors. Donc le KA-52 a été réfléchi avec du blindage. Ils ont mis à peu près 350 kg de blindage sur l'hélicoptère. Néanmoins, vous ne pouvez pas tout blinder. Ça sera une erreur de croire ça. Et si vous insistez assez notamment au niveau du rotor, il va se passer des choses, ça c'est sûr. A noter que 30% des pertes d'hélicoptères russes en Afghanistan venaient du rotor de queue. Et c'est une des raisons aussi qui fait que ce KA-50 et puis 52 a été réfléchi
pour réduire sa vulnérabilité. Mais encore une fois, absolument aucun hélicoptère, comme aucun avion, n'est invulnérable. On l'a vu même avec les avions lors de la première guerre du Golfe. Je vous avais parlé du Jaguar qui s'était fait toucher par du calibre léger, voire même un pilote qui avait pris une balle dans le casque, mais heureusement avait survécu. La vidéo maintenant. Nous sommes apparemment dans la région de Louhansk, donc dans un parti tenu par les pro-russes. Vous pouvez voir avec Google Maps la zone très précise, cette plage qui apparemment est payante pour y accéder. Vous avez quoi sur ces images? Eh bien 2 Ka-52. Ça mérite d'être signalé par ces dernières vidéos. On voyait surtout ce qu'on appelle des MFFO, des patrouilles mixtes avec du Ka-52 et du Mi-28. Là sont 2 Ka-52. Les images dateraient du 29 ou du 30 mai. Vous avez clairement un hélicoptère qui fait le rôle d'équipier un peu en hauteur en surveillance. Un hélicoptère qui se fait plaisir, parce qu'il n'y a aucun intérêt opérationnel, à aller saluer les gens au niveau de la plage. Pourquoi est-ce qu'il va saluer les gens? Probablement parce que ce sont soit il les connaît personnellement, soit ils savent que c'est un lieu où ils peuvent faire les beaux, tout simplement. Il y a différents passages, contrairement à ce que vous avez peut-être vu circuler, on voit un seul passage dangereux. Il y a différents passages de plus en plus bas, donc le pilote s'habitue un peu à la zone. Il y a notamment du passage avec du largage de leurre infrarouge, ce qui est intéressant parce que s'il s'amuse à larguer des leurres infrarouges pour faire bonjour, c'est qu'il ne manque pas de leurre infrarouge. Sur la vidéo qui a vraiment fait le buzz, vous voyez l'hélicoptère qui arrive très bas, en translation sur le côté, il est assez rapide, il met un coup de manche vers la droite pour essayer de réduire sa vitesse de translation, et ensuite derrière il cherche à reculer. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la présence de la personne là sur la plage, mais on voit qu'il met ce coup vers l'arrière, ce qui a pour effet de lever le nez, mais surtout de descendre la queue et d'amener la queue très très bas par rapport au sol. Est-ce que c'est entièrement contrôlé? Oui et non, j'ai envie de dire. Je pense que c'est clairement beaucoup plus proche que ce qu'il aurait aimé. On voit qu'il arrive assez vite, qu'il se fait peut-être un petit peu surprendre par cette vitesse latérale. Donc il cherche à la réduire et après derrière, cette grosse correction vers l'arrière. Donc de manière générale sur cette vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? Il n'y a rien qui touche. Néanmoins, est-ce qu'on est largement, je pense, trop loin par rapport à la zone de confort de l'équipage? C'est possible. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien cette volonté de freiner, ensuite derrière cette correction qui est très brutale. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que c'était 100% sous contrôle, je pense qu'on peut dire que c'est 85% sous contrôle et qu'il s'est un petit peu fait surprendre. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à faire ce genre de passage bas? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est une faute? Alors clairement, normalement c'est une faute dans les armées occidentales, mais c'est souvent dû à un déplacement de la norme. Déplacement de la norme qui est normalement instaurée par le leadership. Donc là, on est dans des périodes de combat, et dans les périodes de combat, bien les textes temps de paix, la volonté de faire des choses correctement, et même la valeur de sa vie ou la valeur des vies des personnes a tendance à évoluer. Il y a un déplacement par rapport à ça. Donc je pense que le point qui est très important, c'est de comprendre eh bien, que ça vient tout simplement en fait, du leadership de l'unité. Si vous avez un leadership de l'unité qui vous laisse faire parce que c'est la guerre, il y a de l'attrition, tout ça, ça amène ce genre de comportement. C'est une déviation classique de l'être humain. Il faut savoir qu'on soit assez puissant au contrôle de ces machines. On a vite fait de faire un peu n'importe quoi. Ensuite, si vous avez un leadership qui est très carré, qui vous rallie en permanence vers votre rôle, vers l'intégrité, tout ça, normalement ça n'arrive pas. Qu'est-ce que l'on peut en dire par rapport aux armées françaises? Eh bien, je vais vous montrer quelques vidéos. Là, vous avez du Mirage F1 en Afrique, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément servir efficacement sa nation que faire ça. Et là, vous avez du C-135 toujours en Afrique, et encore une fois, pour un aéronef qui appartient aux forces aériennes stratégiques, qui permet eh bien, la mise en œuvre de l'arme nucléaire, de la dissuasion nucléaire française, elle est faire mumuse à basse altitude comme ça, vous doutez bien que c'est pas tout à fait ce qu'il faut. En France, voilà, début des années 2000 jusqu'aux années 2010, il y a ce genre de vidéos, ce genre de pratiques qui se sont retrouvées sur le devant de la scène. La réaction du leadership de l'armée de l'air a été assez rapide, ça a été une chasse aux sorcières et ça a clairement été un message envoyé aux équipages. Si vous faites n'importe quoi avec vos avions, alors oui, ça vous fait travailler votre dextérité, votre prise de conscience. D'un point de vue pratique, c'est pas une mauvaise chose pour les pilotes de faire ça. D'un point de vue prise de risque avec le matériel pour le matériel disponible, c'est une aberration. Donc il y a eu cette chasse aux sorcières qui a été lancée et ça a calmé les ardeurs de tout le monde. Sur des avions encore plus modernes comme le Rafale, vous avez des enregistreurs de vol. Donc s'il y a la moindre déviation par rapport à la norme pendant le vol,
que vous avez un souci derrière et qu'on regarde votre enregistreur de vol, eh bien, vous savez que votre état-major, votre chaîne de commandement ne vous couvrira pas, donc on n'a pas tendance à jouer. Donc au final, c'est que dit le leadership? Si le leadership a tendance à couvrir ce genre de pratique, on en verra d'autres. Si le leadership russe se dit, bah non, nous on veut préserver l'intégrité de nos hélicoptères, on en a déjà perdu une petite vingtaine, on ne veut pas en perdre plus, et surtout sur un accident bête, les gars, faites attention. Ça risque de débriefer sévère. Maintenant, est-ce que ça pourrait être un pilote qui s'amuse à faire ça pour se faire radier des cadres ou se faire renvoyer en Russie? J'anticipe certains commentaires. Honnêtement, je pense pas et ça me paraît très peu probable. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'état d'esprit des pilotes, généralement, ils sont quand même assez alignés à la mission et ils ont le sentiment d'être utiles. Ils vont souvent appuyer les troupes au sol ou haut, donc ils ont le sentiment de faire une différence au quotidien pour le bien de leurs camarades qui préfèrent voir rentrer vivants à la maison. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres décryptages. Il y a pas mal de choses en ce moment dans l'actualité, donc on va essayer de vous sortir 2 vidéos par semaine. Allez, d'ici là, fly safe et n'hésitez pas, comme je l'ai dit la dernière fois, on passe organisme de formation et nous avons également un stage en fin d'année. Plus d'informations sur notre site, debrief.org. Fly safe.